Bien, sans transition, on est avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous. On avait dit qu'on allait parler un peu, pour changer de sujet, d'intelligence artificielle et de l'impact sur l'emploi, mais peut-être dans le contexte politique dans lequel nous sommes, avec des incertitudes, certes d'instabilité politique, mais des inquiétudes économiques, peut-être nous dire comment se porte ou se portait en tout cas jusqu'ici l'emploi des cadres en France. Quelques chiffres, quelques éléments. Alors, sur l'année 2024, encore très favorable. Ça nous a presque étonné au début de l'année, lorsqu'on a publié notre grande enquête annuelle sur les intentions d'embauche, de voir qu'il y avait certes un ralentissement en 2024, mais qu'il n'était pas si prononcé que ça, et que donc la situation et la dynamique de l'emploi cadre restaient malgré tout très, très forte et positive. Après 2 années très euphoriques, de mi-2021 à mi-2023 pour l'emploi cadre, ça a été des années de rattrapage post-Covid et de dynamique incroyable. Ça s'était un peu ralenti fin 2023, 2024 aussi, mais ça reste quand même très favorable. Alors, est-ce que le contexte va avoir des effets? Pour l'instant, nous, on ne le voit pas se manifester. Je ne suis pas sûr que ça va se manifester instantanément, notamment dans les offres d'emploi, puisque sur notre job board APEC-FR, on a des flux d'offres d'emploi cadre qui sont un bon indicateur en temps réel. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises sont conscientes qu'aujourd'hui, le marché du travail est super tendu pour les cadres et que mettre en pause un projet de recrutement pendant plusieurs semaines en attendant d'y voir plus clair sur la situation, c'est prendre le risque de prendre du retard. Aujourd'hui, le délai moyen de recrutement d'un cadre, c'est 12 semaines, 15 semaines dans l'industrie, 2 mois, 3 mois. Donc vous voyez bien que si vous, si vous mettez en pause, vous prenez le risque de ne pas trouver les compétences dont vous avez besoin. Après, est-ce qu'au bout des processus, on signera le contrat de travail et on s'engagera sur un projet avec un salarié? Ça, on le verra dans les semaines et mois qui viennent. On n'a pas aujourd'hui d'indication pour ça. Alors, autre réforme qui s'est mise en place récemment, c'est la réforme des retraites, avec évidemment un allongement progressif jusqu'à 64 ans. Il y a eu un débat, on avait parlé d'ailleurs ensemble avec la Tribune, je me souviens, on avait eu un débat assez passionnant avec toutes les organisations syndicales et patronales pour essayer de trouver une solution sur l'emploi des seniors et notamment pour les cadres seniors, avec ce risque de discrimination par l'âge. Est-ce que vous avez le sentiment que du fait de la loi, les états d'esprit ont un peu changé dans les entreprises? On a vu que la négociation sur l'assurance chômage n'a pas abouti. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui face à, évidemment, aussi une incertitude peut-être, on verra, sur cette réforme des retraites qui elle-même est un peu discutée? Je pense que tous les acteurs de l'entreprise, du côté des employeurs comme du côté des organisations syndicales, avaient pris en considération cette donne nouvelle. Alors on verra si elle est appelée à changer, mais en tout cas d'un allongement de la durée de vie active. Et même indépendamment de cette question d'allongement, du passage de 62 à 64, on avait déjà, avant, un sujet de faiblesse du taux d'activité des seniors en France. Donc la question de comment on gère les dernières années de la vie active, qui sont longues en réalité. À 55 ans, vous avez encore un quart de votre vie professionnelle devant vous. À 55 ans, un quart de votre vie professionnelle devant vous pour un cadre. Typiquement, quoi qu'il advienne de l'âge légal de la retraite, on a de toute façon besoin de traiter ce sujet parce que la population française vieillit, la population active dans les entreprises vieillit. On aura de plus en plus de cadres après 50 ou 55 ans, de cadres et de non-cadres. Et donc, il faudra bien que les entreprises aussi intègrent cette donne, que des regards changent, que des pratiques changent. On a en France pendant très longtemps été un peu biberonné à l'idée que la solution au problème d'emploi, c'était de faire partir de façon précoce les plus âgés. Ça faisait un consensus en quelque sorte entre État, employeurs et organisations syndicales. Ça a changé ou pas? Et ça doit changer. Ça a commencé à changer puisque les taux d'activité remontent un peu, quand même oui, on est loin des pays scandinaves. Mais on est encore loin du compte, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et nous, on l'observe tous les jours avec les cadres qu'on accompagne à l'APEC, des cadres après 55 ans qui
viennent avec des compétences, de l'expérience, de la motivation, et une envie de retravailler, et pour qui c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc il y a un fonctionnement du marché du travail à changer, il y a un regard sur les seniors à changer et des pratiques dans les recrutements et dans la gestion de la vie professionnelle à changer. Oui. On dit beaucoup que la réforme des retraites n'a pas résolu le problème du financement de nos retraites à moyen terme. Est-ce que vous diriez qu'avant tout éventuel nouveau recul de l'âge, puisque dans d'autres pays d'Europe c'est 67 ans, voire plus, il faudra quand même avoir fait la preuve qu'on a déjà résolu le problème de l'emploi des seniors et de les faire travailler 2 ans de plus, ça se réalise de façon plus concrète que ce qu'on observe aujourd'hui? Alors, en tant que DG de l'APEC, je n'ai pas du tout à me positionner sur cette question. C'est l'affaire des partenaires sociaux et de l'État de discuter ensemble de ces sujets. La seule chose que je peux dire, c'est que d'ores et déjà, et avant la réforme récente et après, on a de toute façon un sujet à prendre en compte collectivement qui appelle des changements dans nos référentiels de gestion de carrière et de ressources humaines, je vais le dire comme ça, globalement, et ça concerne tout le monde, pour faire en sorte qu'on fasse davantage de place aux seniors, qu'on continue d'investir dans les personnes après 55 ans. Quand vous arrêtez de donner des augmentations individuelles, quand vous arrêtez d'envoyer en formation, quand vous arrêtez de faire des promotions et des mobilités aux personnes parce qu'elles atteignent 50 ans et qu'elles sont à 10-15 ans de la retraite, et qu'à 10-15 ans de la retraite, vous pouvez avoir le sentiment que l'entreprise n'investit plus en vous, le risque, c'est de moins investir dans l'entreprise en contrepartie, d'une certaine façon. Et il y a un cercle vicieux là, dont on voit bien qu'il est totalement délétère dans un contexte où, de toute façon, cette population est appelée à croître, à prendre une place de plus en plus importante dans l'entreprise. Avec le vieillissement. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Les entreprises, j'en vois beaucoup qui travaillent et recherchent des solutions sur lesquelles on a, je crois, des pistes. Alors, la négociation interprofessionnelle qui s'est tenue sur ce sujet n'a pas abouti, mais ce n'est pas la première fois qu'une négociation n'aboutissait pas, et parfois on reprend le sujet et ça débouche. Donc peut-être que il y a... Et le fait que le décret qui envisageait de durcir les règles d'indemnisation, y compris pour les seniors, ne passe pas, vous trouvez que c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte? Je n'ai pas d'opinion à exprimer sur ce sujet. C'est vraiment aux partenaires sociaux de le faire. Bon, allez, j'arrête de vous parler de ces sujets. On va revenir sur la raison pour laquelle je vous ai invité. On voulait également, et c'est lié, parler d'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle est en train d'entrer partout, dans le recrutement. Et donc, je voudrais savoir si vous l'utilisez pour vous-même. Et puis, bien sûr, et on en parlera, pour les compétences, pour la gestion des compétences. C'est le cas en particulier pour les salariés qui, peut-être, n'ont pas cette capacité à prendre en compte, entre les jeunes ou les seniors, cette révolution technologique en marche. Alors, peut-être d'abord sur l'APEC et l'IA, qu'est-ce que vous en faites? Alors, vous avez raison de dire que c'est un sujet qui envahit aussi le sujet du recrutement. Nous avons beaucoup de clients, de cadres ou de jeunes diplômés ou d'entreprises qui recrutent, qu'on accompagne, qui nous posent la question: est-ce que je peux faire ma lettre de motivation sur ChatGPT? Est-ce que je peux faire mon CV? Est-ce que je peux faire rédiger mon offre avec ChatGPT, mon profil de poste, etc., etc. Donc on a beaucoup de questions. Et on a très tôt, depuis 1 an maintenant, depuis le grand choc qu'a représenté la mise en ligne grand public de ChatGPT, qui a marqué finalement une accélération. L'IA, ça fait déjà des années, pour ne pas dire des décennies, que ça se développe. Là, on parle de l'IA générative. Mais là, l'IA générative accessible au grand public, ça change la donne. Donc on a développé un atelier sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans ma recherche d'emploi. Et on fait de même, on travaille à développer aussi un même outil d'atelier pour les employeurs, comment utiliser l'intelligence artificielle dans mon recrutement, pour, à partir d'analyses de cas d'usage que nous avons pu faire,
donner des recommandations. Je pense qu'il est tout à fait illusoire de raisonner en termes de on-off, je fais ou je ne fais pas, j'utilise ou je n'utilise pas. Aujourd'hui, c'est un outil, c'est comme les réseaux sociaux qui s'imposent d'une certaine façon pour des recherches d'emploi ou des recherches de candidats. Le sujet, c'est quel est le bon usage. Et donc, on cherche à promouvoir un bon usage, un usage raisonné, un usage prudent, un usage éclairé de ces outils. C'est pas si évident parce que vous dites, voilà, ça a envahi maintenant l'espace, mais dans nos enquêtes, on voit bien qu'il y a aujourd'hui à peu près 40% des cadres seulement qui ont déjà concrètement utilisé un outil d'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas encore un outil qui est répandu dans notre quotidien. En revanche, dans les entreprises, l'IA générative est en train d'envahir notre quotidien. En tout cas, va le faire très probablement. Les employeurs, ils voient certainement un outil de productivité. C'est évidemment les employés ou les cadres en particulier pourraient y voir un outil pour les remplacer. Comment est-ce que vous voyez les choses avancer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'obsolescence programmée, si j'ose dire, des cadres? Et quel est le degré d'importance que vous metteriez à la nécessité de vraiment faire un plan de formation à l'IA partout dans la société, dans toutes les entreprises? Alors, c'est une grande question économique. Ce n'est pas étonnant qu'ici à Aix, on s'interroge sur les effets, notamment les effets sur l'emploi et la productivité. C'est une grande question aussi, quelque part, sociologique, parce qu'il n'est pas du tout évident que les cols blancs soient les plus gagnants du développement. C'était les cols bleus qui étaient en danger avec les robots, et là, c'est les cols blancs qui sont concernés, c'est sûr. Oui, et inversement, peut-être les cols bleus qui, grâce à l'intelligence artificielle, pourraient enrichir finalement leur métier et accéder à des tâches plus... ou réaliser des tâches plus complexes grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on voit que ça peut faire bouger des barrières. Moi, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. D'abord, à l'instant où on se parle, et nos enquêtes, notre dernière enquête qui date d'il y a seulement quelques semaines auprès des employeurs le montre, en réalité, une majorité d'entreprises aujourd'hui n'ont pas pris en charge ce sujet de comment on va se positionner sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative dans nos métiers. Très concrètement, dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés, donc on prend vraiment les grandes entreprises, il y en a 22% aujourd'hui qui encouragent l'utilisation de l'IAG par leurs salariés. Il y en a 8% qui l'acceptent sans l'encourager. Donc la somme des deux, ça fait 30% où cet usage est soit accepté, soit encouragé. Il y en a 3%, c'est-à-dire vraiment une infime minorité qui l'interdisent. Mais vous en avez surtout 70% qui répondent « Ah, on n'a pas traité encore le sujet ». Donc la réalité, c'est qu'une majorité d'entreprises n'ont pas encore traité ce sujet de comment je permets ou j'utilise l'intelligence artificielle générative dans mon métier. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on fait la même enquête du côté des cadres, on s'aperçoit que les cadres qui utilisent d'ores et déjà des outils d'intelligence générative sont plus nombreux que ceux que les entreprises disent avoir encouragés ou acceptés. Aujourd'hui, c'est plus de 40%. Et on voit bien que dans les entreprises, je pense qu'il y a un usage qui est fait, qui est un usage sauvage, je vais dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, avec un simple accès sur Internet, vous avez accès à des outils d'IAG, et que les entreprises ne voient pas forcément et n'encadrent pas forcément. Donc, je pense que ce qui va monter, c'est le besoin de donner un cadre, de former, de donner un accès dans les outils de travail. Aujourd'hui, vous avez une minorité d'entreprises qui ont communiqué, 42% n'ont rien dit à leurs salariés sur ce sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si vous regardez dans notre job board APEC-FR, vous avez moins de 1% des offres d'emploi qui demandent explicitement une compétence de maîtrise de l'intelligence artificielle, alors que demain, ça deviendra forcément un élément majoritaire, mais aujourd'hui, ça n'est que 1%. Vous voyez qu'on est au début. Première chose. Deuxième chose, nos enquêtes montrent qu'il y a un paradoxe par rapport à une idée reçue ou qu'on pourrait imaginer des entreprises beaucoup plus enthousiastes vis-à-vis de l'intelligence artificielle que ne sont les cadres eux-mêmes.
les cadres peut-être plus craintifs, les entreprises plus enthousiastes. Eh bien, la réalité, c'est que c'est l'inverse. Aujourd'hui, quand vous demandez si l'intelligence artificielle vous apparaît plutôt à vous comme une opportunité, une menace ou autant une opportunité qu'une menace, vous avez 44% des cadres qui disent c'est autant une opportunité qu'une menace, mais cette proportion est de 65% dans les entreprises. Et vous avez 34% des cadres qui disent que c'est plutôt une opportunité pour moi, et vous avez un chiffre inférieur à ces 34% dans les entreprises. Donc les entreprises apparaissent aujourd'hui, on va voir comment tout ça évolue, mais comme plus prudentes ou réticentes vis-à-vis des outils d'IA, par rapport à la sécurité des données, bien sûr, qui est quand même un énorme enjeu, ou par rapport à la façon dont ça peut impacter des métiers de façon non maîtrisée. Et nous, pour revenir à l'APEC, on a mis en place une charte des usages de l'intelligence artificielle par nos consultants, avec des usages sur lesquels des usages autorisés, voire encouragés, en tout cas sur lesquels on peut aller avec une vraie valeur ajoutée, des usages dans lesquels on considère qu'il faut être extrêmement prudent dans la façon d'utiliser les choses, et en particulier on interdit les copier-coller. Ça peut donner une base, mais qui doit toujours être retravaillée. Et puis des usages prohibés. On a défini des usages prohibés de l'IA. Donc vous avez fait une charte finalement de l'usage. Voilà, tout à fait. Et ça, il me semble que de plus en plus d'entreprises, même si une minorité l'ont mis en place aujourd'hui, mais un plus grand nombre d'entreprises devront forcément donner un cadre et donner quelques règles face à des usages qui, de toute façon, aujourd'hui se développent d'une façon souterraine et d'une façon entre guillemets sauvage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Gilles Gâteau d'être venu nous parler un peu de tous ces sujets sur le plateau de la Tribune, en direct des rencontres d'Aix, et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.